Salut, c'est Jean. Je suis aujourd'hui avec Antoine BM, donc un créateur du web qui a commencé. Alors toi, tu as commencé, c'était en quelle année? Ça s'appelait Masterblog à l'époque, je crois. Ouais, et même avant, ça s'appelait Lama Fâché. C'était un premier blog que j'ai créé en 2012, je crois, ouais, 2012. Et donc tu as commencé par le blogging et aujourd'hui, beaucoup de gens suivent tes contenus sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre? En fait, j'ai toujours été attiré par la création de contenu et j'en faisais de plein de sortes différentes. Quand j'étais petit, je lançais des petits journaux à l'école, des trucs comme ça. J'ai lancé des chaînes YouTube, enfin des chaînes avant YouTube, des chaînes de télé en ligne Ah oui. virtuelle, des chaînes de radio, enfin des tas de conneries en fait. Et je gagnais pas du tout ma vie avec, mais c'était juste pour m'amuser. Et du coup, j'ai commencé via le blog parce que c'était un peu la mode à l'époque. Tout le monde faisait ça en fait en 2012. Et j'ai commencé avec un blog et puis au bout d'un moment, je me suis lancé sur YouTube parce que j'ai voulu tester quelque chose de nouveau. Et puis c'était un peu la tendance aussi. Ensuite, j'ai testé encore d'autres formats. J'ai lancé un podcast qui a duré à peu près 1 an. Et aujourd'hui, j'envoie principalement des emails quotidiens tous les matins à 9h. Et je continue à faire des vidéos YouTube de temps en temps qui accompagnent en fait tout simplement les mails. D'accord. Et donc tu as commencé, moi je me rappelle, tu étais jeune à l'époque. Tu avais quel âge quand t'as commencé dans cette aventure-là, à l'époque du blog? Quand j'ai créé mon premier blog avec pour objectif d'en vivre, j'avais 17 ans, c'était juste avant de passer mon bac. Et ma première formation, j'ai lancé à 18 ans, donc voilà, je venais d'avoir 18 ans et j'ai lancé première formation 6 mois après mon premier blog. Et Et, c'est là que tout a vraiment commencé. Et c'était pas trop dur au début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent, surtout des gens qui parfois ont cet âge-là, parfois un peu plus âgés, dans les 20 ans, et qui ont tendance parfois à se décourager parce qu'ils n'ont pas forcément... tu vois, je sais pas, ils n'arrivent pas à faire décoller le machin, en fait, quoi. Bah si, c'était difficile parce que enfin tu vois, moi à l'époque je passais pas bien devant une caméra. Enfin, je regardais mes premières vidéos, j'étais tu sais dans ma cuisine avec les photos de famille derrière, avec essayer de lire un prompteur. Enfin, c'était vraiment laborieux. Et simplement, j'étais vraiment passionné. Enfin, moi, j'avais deux choses qui me drivaient. La première chose, c'était une envie profonde de liberté. Je pense comme toi, on a cette espèce Ouais. de soif naturelle qui est que je voulais partir de chez mes parents le plus vite possible, être autonome, voyager, faire ma vie. Et donc ça, c'était la première motivation. Et ensuite, j'étais super intéressé par la création de contenu, par le marketing que je découvrais aussi à cette époque-là, les nouveaux livres que je lisais. Donc j'avais vraiment envie de le partager. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné comme un débutant. J'ai assumé mon côté débutant en disant, bah voilà, j'apprends des choses et je vais essayer de l'enseigner en même temps. Mais évidemment, c'était le démarrage. Beaucoup de gens se moquaient de moi, beaucoup de gens n'y croyaient pas, beaucoup de gens me traitaient de copieur. Et en fait, ouais, évidemment, c'était difficile de tenir, mais pas tant que ça parce que j'avais cette envie profonde de réussir et pour moi c'était le seul moyen que je voyais à ma portée, si tu veux, de réussir et de devenir libre, de devenir indépendant, quoi. Et quand t'as commencé, t'avais des amis, des connaissances qui faisaient un peu la même chose sur le web, ou qui étaient passionnés par ça, ou t'étais vraiment isolé là-dessus, sur ce projet-là? Non, pas du tout. Je connaissais personne à la base. Je suis entré, alors juste après avoir lancé mon blog, je suis entré en école de commerce. Alors pas mal de gens en école de commerce voulaient créer leur entreprise, mais c'était plus l'idée de créer une start-up, tu vois. C'était Ah pas, ouais. voilà, peu de gens étaient dans ce délire-là de vivre de ces contenus sur Internet. Et donc j'ai vraiment dû trouver mon entourage en ligne, en fait, sur Internet. Et évidemment, alors ce qui est bien, c'est que tu peux rencontrer des mentors en ligne. Alors je t'ai découvert assez tôt, tu m'as beaucoup inspiré, notamment avec tes formations, et tes articles de blog à l'époque. Et donc je me suis vraiment abreuvé de ces contenus-là. J'ai essayé d'appliquer ce que j'apprenais à mon activité. J'avais ce désir aussi en fait, c'était pas vraiment un problème pour moi d'être seul parce que j'avais aussi ce désir de leur prouver quelque part du fait que j'avais jamais rien fait de significatif de ma vie. Bon, à 17 ans, t'as Ouais. rarement fait quelque chose de significatif. Et donc, j'avais envie de prouver finalement aux autres que j'étais capable de faire quelque chose, même si j'avais pas forcément besoin, si tu veux, que mon entourage y croit. Par contre, j'avais besoin que d'autres gens l'aient fait, que d'autres gens me prouvent que ce soit possible. Et toi et d'autres me l'ont prouvé. Et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et à mon tour, aujourd'hui, j'essaye aussi d'inspirer peut-être des gens qui n'y croient pas vraiment, de leur montrer que c'est possible, de leur montrer qu'en fait c'est pas si compliqué et que des gens normaux entre guillemets peuvent y arriver. Alors, il y a un truc, moi, je trouve intéressant dans ta façon de travailler, et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que sur la scène francophone, on peut appeler ça comme ça, on a chacun vraiment des façons de bosser, des personnalités qui sont différentes, et même dans la même thématique, ça crée une sorte de... Moi, je sais pas, il y a toujours des trucs qui me fascinent comme ça. Et toi, dans ta façon de travailler, il y a le côté, toi, t'appelles ça le côté artisanal, où tu vois ça un peu comme de Ouais. l'artisanat, genre faire du pain ou de la poterie, et je crois que tu n'aimes pas planifier trop en avance tes contenus, c'est ça, et que tout ce qui est
t'aimes pas trop tout ce qui est tunnel de vente préparé à l'avance, les choses programmées qui sont planifiées pour 2 semaines en avant. Comment ça se passe en fait? C'est quoi ton rapport avec la création de contenu sur ce plan-là Ouais, moi je suis anti-tunnel de vente parce que j'ai essayé de le faire parce qu'à l'époque c'était vraiment. Alors à l'époque où je me suis Alors, lancé, juste un truc, c'était Antoine, plus. juste pour les gens peut-être qui débarquent, qui savent pas ce que c'est qu'un tunnel de vente, Ouais. c'est des successions d'emails en fait pour vendre un produit, mais qui sont planifiés à l'avance, qui sont, on a parfois l'impression qu'on le reçoit, ça a été écrit aujourd'hui, alors que tout le monde le reçoit en boucle, etc. quoi. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'était juste pour. Ouais, c'est ça. L'équivalent, tu sais, à l'époque, c'était les super lancements, les gros lancements de produits, c'était un peu la même chose. Et en fait, moi, j'ai essayé de faire ça. C'est-à-dire que au début, j'ai suivi cette tendance-là, j'ai essayé de faire un gros produit et je me suis rendu compte d'abord que c'était très difficile de faire un gros produit, en tout cas pour moi, parce que il fallait y passer du temps. C'était un projet duquel tu voyais pas le bout du tunnel avant un moment. Moi, j'aime bien faire un travail et voir le résultat immédiatement. Donc, fallait être patient, fallait y fournir du temps pour un résultat qui était incertain. Je me souviens qu'à un moment, j'ai bossé un mois sur une formation, je voulais vraiment qu'elle soit parfaite et tout, et j'étais vraiment déçu par les résultats. Enfin, tu vois, j'ai dû tirer un SMIC et je me suis dit, voilà, pour avoir bossé un mois dessus, avoir mis tous mes contenus sur pause, avoir passé des heures et des heures d'enregistrement, pour moi, ça valait pas le coup. Et donc en fait, j'ai découvert à côté, grâce à toi, principalement la méthode, ce que j'appelle aujourd'hui la méthode des petits produits, qui est en fait une méthode qui consiste simplement à créer des produits quand on a envie, sur des thématiques qui t'intéressent sur le moment, à les créer rapidement, tu vois, c'est des produits qui peuvent être créés en une journée, et ça peut être des produits qui sont excellents, tu vois, c'est parce que t'as pas forcément besoin de te former avant de créer le produit, c'est tout ce que tu as appris sur les mois qui précèdent que tu vas mettre dans ton produit. Donc c'est des produits qui peuvent être faits rapidement sur une journée, qui peuvent être vendus le lendemain, où tu travailles au jour le jour, et moi je pense que ça l'audience elle le sent aussi. Moi j'aime pas recevoir des mails qui ont été écrits il y a 6 mois et qui ont été envoyés à 10 000 personnes, tu vois, moi j'aime bien recevoir des mails où je sais que c'est frais, où je sais que c'est actuel, où je sais que c'est vraiment ce qui est dans la tête de l'auteur. Comme un Tu sais, journal quand un on peu suit quoi. Exactement, mais tu sais, quand on suit un auteur qu'on aime bien, on est toujours excité de lire le dernier livre qui vient de sortir. Tu sais, t'as le choix entre lire un vieux livre qu'il a écrit il y a 10 ans ou lire le dernier livre qui vient de sortir. T'as envie de lire le dernier livre qui vient de sortir parce que t'as envie de savoir quel est l'état de sa pensée par rapport au contexte actuel. Et je pense que ça, ton audience, elle le ressent quelque part. Alors peut-être que c'est pas important pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'est important et pour pas mal de gens qui me suivent aussi, de sentir que le contenu que tu crées, c'est du contenu frais par rapport au contexte actuel et que tes formations, elles sont pareilles, elles sont à jour, tu vois. Et donc moi j'aime bien ce principe de travailler au jour le jour, travailler la veille pour le lendemain, travailler à l'enthousiasme aussi, pas dire ah il faut que je fasse une séquence email, machin. Non, travailler vraiment à l'enthousiasme. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai envie de parler de tel sujet, je parle de tel sujet. Cette semaine j'ai envie de faire une formation sur tel sujet parce que c'est ce que je potasse depuis 3 semaines. Bon bah je fais une formation là-dessus. Et en fait, tu crées du momentum en faisant ça, c'est-à-dire que tu peux vraiment manufacturer une sorte de tendance, une sorte de momentum, et c'est assez fascinant. Un peu comme toi à l'époque t'avais fait, quand t'avais lancé ta grande campagne La mort du blog, tu vois, t'avais dit à tout le monde le blog c'est mort, maintenant il faut passer sur la vidéo. Et en fait, je pense, alors je sais pas, je suis pas dans ta tête, mais je pense que tu l'avais lancé à un moment où toi-même t'avais cette réflexion-là, et en fait ça a lancé un mouvement d'ampleur beaucoup plus grand que ce que tu avais imaginé, puisque plein de gens, plein de marketeurs se sont mis à se lancer à la vidéo, puis plein de gens ont abandonné leur blog, et plein de nouvelles personnes aussi se sont lancées en saisissant cette opportunité. Et en fait, tu te rends compte que en suivant tes humeurs et ce qui se passe dans ta tête au jour le jour, tu peux créer toi-même en fait des tendances. Et ça c'est super intéressant et je trouve ça beaucoup plus excitant de bosser comme ça que de bosser en ressortant la même formation chaque année, tu vois. Et puis en plus la dernière chose c'est que ça te donne tellement d'expérience, tellement de statistiques. Je veux dire, toi et moi on a lancé plus de 100 formations, toi plus de 300 ou plus de 400, je sais pas, enfin, ça Bah, doit être t'apprends beaucoup. à chaque fois, t'apprends, tu progresses. Enfin, moi j'aime bien et je sais que, tu sais, moi on en avait parlé d'ailleurs là récemment. Moi j'ai passé une année là où j'ai vraiment testé énormément de choses. J'ai testé à peu près tout Ouais. ce que j'avais jamais testé et que j'avais envie de tester. Et en fait systématiquement je reviens à, enfin moi j'aime bien regarder si l'herbe est plus verte en fait dans le champ d'à côté. C'est un peu ma passion dans dans la vie. Mais il y a une chose sur laquelle je reviens systématiquement, c'est les petites formations. Alors il y a, tu vois, les grosses formations ça marche pour certains, mais moi j'ai un mode de fonctionnement, je pense qu'on est pareil là-dessus, du fait que tu sais Ouais. tout de suite si ça marche dans la semaine, que tu vois c'est souvent des sujets sur lesquels toi tu as envie de parler, tu vois, parce que tu as lu des choses ou bien tu as fait des découvertes sur ce
sujet-là, ou bien c'est le sujet avec lequel, moi, ça m'est arrivé plein de fois, par exemple, de faire une formation après une discussion, parce que, par exemple, tu as Ouais, une connaissance sur un sujet, et puis ce sujet-là, t'en parles à un ami ou quelqu'un qui te demande de l'aide, et du coup, bah, tu te dis, mais attends, je viens de lui expliquer un truc, ça pourrait servir à d'autres, donc je vais créer une formation autour de ça, donc quelque chose un peu d'immédiat, d'instantané, et puis tu as envie de le faire, quoi. Et toi, tu me disais à chaque fois, tu me l'as dit 2 fois, je crois que en fait, voilà, voilà, tu le savais depuis le début. Moi, j'aime bien tester pour savoir, mais c'est vrai que le truc, ouais. c'est, je sais pas, moi, je suis content de faire ça, je reviens là-dessus. Et après, il y a le fait que ça soit simple. Moi, je pense quand on voit ton business, par exemple, ou le business, enfin moi, j'ai fait beaucoup de choses complexes aussi, mais que j'ai essayé de simplifier par l'automatisation ou par d'autres choses. Mais c'est vrai que je pense qu'on a la tentation. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir cette tentation, notamment des gens qui démarrent, de tout faire en fait, parce qu'en fait, tu peux tout faire. Je veux dire, tu peux, ne serait-ce qu'en termes de format, tu peux faire à la fois, je sais pas, de la vidéo, un podcast, de Twitter, de l'Instagram, du truc. C'est très dur d'être bon dans tous ces trucs-là en même temps. Mais de la même façon, tu pourrais, je sais pas, faire des lancements avec 15 000 étapes. Tu pourrais. En fait, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire mieux si tu veux. Et Ouais. dans ce métier, je pense qu'on a vite tendance à se sentir un peu incapable parce qu'on n'est pas arrivé à tout faire en fait. Alors que je trouve qu'il y a quand même une beauté dans cette simplicité-là, à partir du moment où on assume que non, on ne pourra pas tout faire, mais qu'on va faire bien le truc qu'on fait en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et puis, tu vois, il y a un côté. Quand tu crées des petites formations, ça dédramatise complètement la création de produits. Enfin, tellement de gens sont bloqués, ils ont peur, ils ont l'impression. Moi, une fois, tu as dit un truc qui m'a vraiment marqué, que maintenant je dis tout le temps à mes clients aussi. C'est, tu as dit, créer une formation, c'est comme être un prof qui donne un cours. Ah bah oui. Un prof qui donne un cours de 2 heures, tu vois, dans la semaine, c'est pas un gros truc pour lui, c'est juste un cours. Il en donne plein des cours par semaine. Alors pourquoi ça devrait être un gros truc extrêmement stressant, extrêmement douloureux de créer une formation, alors que ça peut être une petite formation de 2 heures que tu peux vendre le lendemain. Et c'est vrai qu'une fois que tu as compris ça et que tu commences à te lancer, c'est tellement plus facile de bosser comme ça. Et puis ça t'évite d'avoir des grosses rentrées d'argent non prévues, puis ensuite de pas réussir à faire la même chose. Je pense qu'il faut faire gaffe à pas se faire avoir par le marketing des autres, tu vois, parce qu'évidemment, quand tu lances un gros produit, il y en a qui ont des gros résultats. Voilà, il y en a qui font rentrer, je sais pas, qui ont jamais fait d'argent sur Internet, et puis d'un coup, il faut rentrer 30 000, 40 000, 50 000 euros en 2 semaines. Et donc forcément, ils en parlent partout, et puis les gens qui les ont formés en font la promotion. Sauf que tu sais pas vraiment si ça va durer, tu sais pas vraiment s'ils vont réussir à refaire ce chiffre-là le mois suivant, puis le mois suivant. Et ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir un truc récurrent, quoi. Donc soit tu lances un abonnement, moi c'est pas mon truc, j'ai essayé, ça n'a pas vraiment marché. Soit tu lances des petits produits régulièrement, mais l'idée c'est d'avoir toujours des offres. C'est quand même la meilleure façon d'avoir quelque chose de stable et de progresser petit à petit et pas de se brûler les ailes, quoi. Bah après, c'est vrai qu'on voit aussi une évolution, nous, dans notre business, et là-dessus, nous, on est quand même, enfin, les gens qui travaillent comme ça sont quand même plus à l'aise. C'est que il y a effectivement les résultats que tu peux avoir sur le court terme, et effectivement, tu peux avoir des gros résultats. J'en parlais avec un ami là récemment. S'il y a quelqu'un qui t'obligeait ou tu devais dégager telle somme avant la fin de la semaine parce que on a kidnappé ton Ouais, chat ou ta grand-mère et que tu es obligé d'avoir cet argent, probablement, enfin, selon la somme, tu pourrais trouver des moyens de l'avoir, mais tu pourrais pas faire la même chose toutes les semaines. De la même manière, je sais que toi, tu fais, comme moi de temps en temps, mais toi, tu fais ça plus souvent, je crois, des grosses promos, tu sais, des vides-greniers ouais, un peu. Et effectivement, je ne sais pas quels sont tes chiffres, mais j'imagine que quand tu fais, moi, ce que j'appelle un vide-grenier, donc une grosse promotion, tu dois faire une très grosse semaine, mais ça ne veut pas dire qu'elle va se ouais. reproduire tout le temps. Et au final, si tu t'arrêtes, je pense, à faire que des trucs à court terme avec achète maintenant, on peut le faire de temps en temps, mais si on fait que ça, au bout d'un moment, la liste, elle se grille un peu. C'est-à-dire que, tu vois, les fans, dans un an, dans machin, ils seront plus là. Et on le voit chez certains qui ont des mailing lists qui sont complètement monumentales, gigantesques. On le voit aux États-Unis. Enfin, je ne vais pas citer de noms, mais des gens qui étaient vraiment connus, qui avaient probablement les plus grosses mailing lists du marketing il y a quelques années, et qui aujourd'hui peinent à faire plus de 1000 vues sur une vidéo. Je te parle des plus grosses mailing lists américaines à l'époque du marketing, peinent à faire plus de 1000 vues sur une vidéo quand ils envoient le lien vers la vidéo dans leur mailing. Et tu te rends compte que à force de faire ça, de dire achète, tu vois, de faire que du non contenu en fait. Hmm. Je sais pas. Nous on crée quelque chose. Je pense que la mailing list, on travaille beaucoup sur l'email, mais que ça soit la mailing list, ça soit je sais pas ce qu'on fait en vidéo, ce qu'on fait sur n'importe quel format, c'est une relation aussi qui dure à long terme. Moi j'ai fait une enquête, un sondage là récemment. Et j'ai demandé aux gens où est-ce qu'ils m'avaient découvert, mais pas les gens normaux, enfin pas les gens standards, les clients.
tu vois. Et je m'étais rendu Ouais. compte qu'il y a une énorme partie de mes clients qui datent de, enfin, qui m'ont découvert au moment où je faisais le fameux blog dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire au tout début, enfin, on parlait du tien, mais moi c'était à la même période à peu près où j'en avais monté un Ouais. aussi qui s'appelait Web Marketing Junkie. Beaucoup de ces gens-là qui viennent de cette période-là, en fait. Et au final, ça te fait une sécurité. Déjà, c'est agréable parce que tu travailles avec des gens qui te connaissent. C'est plus facile de vendre Ouais. aussi parce que quelqu'un qui te fait confiance, t'as pas besoin de lui prouver tout le truc, en fait. Et ça te fait une sécurité énorme parce que même si une plateforme, bon, YouTube, ça va pas tomber, mais imaginons que tu te fasses bannir un compte, imaginons, ça peut arriver, tu vois, ou qu'il y ait une plateforme qui se mette un peu à sombrer. Les gens, ils sont toujours là, ils vont te trouver sur une autre et ils vont te retrouver sur une autre. Et je trouve qu'il y a vraiment une sorte de sérénité, en fait, à bosser comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est clair. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un boulot qui peut durer très longtemps. Beaucoup de gens, moi, dans mon entourage, pas mal de gens s'étaient inquiétés au début que ce soit juste une opportunité de passage et que ça marche plus. Ma mère, je me souviens, à un moment, chaque semaine, à chaque fois que je la voyais, elle me disait, et donc ça marche toujours, tu vois. Et Ah puis à un ouais. moment, je lui ai dit, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, tu vas pas me demander ça pendant 20 ans, tu vois bien, ça fait 3 ans que ça tourne, ça marche toujours aussi bien, ça marche de mieux en mieux. Et moi, j'ai vraiment une confiance vis-à-vis de ce boulot qui est que je vois bien que c'est un boulot où on te pardonne très vite. Moi, ça m'est arrivé de faire des vidéos où je me suis fait lyncher, tu vois, parce que je t'avais dit un truc un peu déplacé ou qui passait pas. Et au début, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, ça y est, c'est fini, quoi. Tu vois, mon business, il est mort, quoi, et plus personne va acheter. Et en fait, je me rends compte que la vidéo suivante, les mecs, ils ont déjà oublié, ils kiffent, tu vois. Et c'est pareil sur les ventes. Tu peux faire un fiasco sur une formation, et puis celle d'après, elle peut cartonner. Et en fait, tu te rends compte que tu as des gens qui te suivent depuis longtemps, qui restent chez toi par confort, ou parce qu'ils aiment tes idées, ou parce qu'ils t'apprécient simplement en tant que personne. Ou parce que, et ça c'est aussi un avantage des petits produits, c'est que quand tu lances un gros produit qui est censé tout faire, bah, au bout d'un moment, la personne elle a tout appris chez toi, il n'y a pas franchement de raison qu'elle reste. Quand tu lances des petits produits qui sont un peu comme, c'est un peu comme un puzzle, tu vois, puis à chaque fois tu donnes une pièce du puzzle. La personne elle reste parce qu'elle a envie d'avoir les pièces manquantes. Tu sais, c'est un peu comme les fascicules qui sont vendus chez les marchands de journaux où tu achètes le premier numéro. Et puis ensuite, tu as les autres numéros qui sortent petit à petit. Si tu as envie d'avoir ta maquette d'avion toute prête, toute finie, bah t'achètes les autres numéros. Là, c'est un peu pareil, tu vois. À chaque fois, tu donnes une pièce du puzzle dans tes produits ou dans tes contenus. Et en fait, les gens, ils construisent quelque chose avec toi et ils ont de nouveaux problèmes qui apparaissent. Et donc, ils sont contents d'évoluer avec toi parce que toi-même, tu trouves de nouvelles solutions à ces nouveaux problèmes et eux, ça les aide. Ce qui fait que toi, tu as des gens qui te suivent depuis des années et des années. Moi, j'en fais partie parce que on sait, tu vois, l'habitude, enfin, le temps nous a appris que régulièrement, tu sors avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts qui peuvent nous permettre de gagner de l'argent, qui peuvent nous permettre d'améliorer notre business. Et donc, voilà, c'est un renforcement positif en fait. On a appris que comme le chien revient à sa gamelle régulièrement, on apprend à revenir chez toi parce qu'on sait que de temps en temps, on trouve des pépites, quoi. Oui, mais ça me fait penser un peu, c'est un peu ça me faisait penser à l'image d'un restaurant, tu vois. Un restaurant qui aurait qu'un seul plat, bah tu vas pas y aller, tu vas y aller une fois par an, en fait. Alors que s'il y a sans Ouais. cesse des nouveautés, t'as peut-être envie de découvrir. Alors, il y a pas mal de gens, ce que j'ai dit, tu vois, j'ai lâché l'info sur les réseaux sociaux en disant que j'allais avoir une discussion avec toi, et donc je proposais aux gens de poser des questions. Je t'en poserai peut-être quelques-unes qui ont été posées par les personnes qui me suivent là sur Instagram et sur Twitter, et sur Facebook, pardon. Juste un truc. Là, tu étais tu étais aux États-Unis où tu es parti avec un chat et un chien. C'est bien ça? Ouais. Et en fait, tu voyages pas mal avec ton chien et ton chat ou comment ça? Quelles sont les choses les plus folles que t'as fait en matière je sais pas, de voyage, de mode de vie, de trucs? T'as quand même fait des. Ouais, j'ai le truc le plus bizarre, enfin le plus difficile, on va dire, que j'ai fait avec le chien et le chat, c'est de partir avec mon van à la mer avec le chien et le chat. Et je peux dire que c'était pas forcément évident parce que le van est tout petit. Tu vois, il y a pas de toilette, il y a pas de douche, on peut à peine se mettre debout, donc c'était un peu une affaire. Mais bon, ça a duré qu'un week-end. Et là, en fait, on est parti à New York et pour 3 mois et on s'est dit on veut pas être 3 mois sans les animaux. Le chien, c'est pas très compliqué de le prendre. Le chat, c'est plus compliqué parce qu'il aime pas être transporté, il crie dans sa caisse et tout. Il a fallu donner un tranquillisant. Mais Ouais. ouais, c'est possible en fait. Puis c'est vraiment cool quand t'as des animaux de compagnie. Quand t'es à l'étranger, il te manque toujours un petit peu. Et quand tu les emmènes avec toi, t'as vraiment l'impression d'être chez toi en fait. Ça renforce le côté je suis chez moi mais à l'étranger, quoi. Tu peux continuer à bosser, t'as tes animaux, t'as ta petite vie. C'est vraiment sympa. J'ai beaucoup apprécié. Et toi, justement, toi, t'as un mode de vie qui est plus, enfin, si j'ai bien compris, ou peut-être que ça change de temps en temps, je sais pas. Toi, t'aimes bien avoir une base quelque part et voyager. Je sais que quand moi Ouais. j'étais en Asie, on se voyait, t'étais venu plusieurs fois, mais une fois par an. Et t'aimes bien Ouais. avoir une base quelque part et puis de temps en temps partir ou comment ça se passe? Je crois que tu voulais aller Ouais, bah vivre aux moi, États-Unis à un moment ou. Moi, j'y ai pensé. Ouais. En fait, moi, j'ai grandi à Paris
Et je me suis toujours dit que j'irais vivre à l'étranger, mais finalement, faute de mieux, je suis toujours à Paris, tu vois, parce que j'ai jamais trouvé un endroit où je me suis dit, là c'est évident, c'est là que je veux être. Sauf un où j'y suis allé plusieurs fois, qui est New York, où vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. Et j'ai essayé de faire les démarches pour avoir le visa entrepreneur, qui est en fait un visa investisseur, mais c'est très compliqué. Et surtout, Trump a baissé la durée du visa à seulement 9 mois, je crois, au lieu de 5 ans, tu vois, donc ça valait vraiment plus le coup. Et donc du coup, on s'est dit, on y va juste pour 3 mois pour s'installer, pour voir, en fait. Et finalement, je me dis, c'est bien d'être... c'est bien cette manière de fonctionner parce que quand t'es chez toi dans un endroit que tu connais bien, qui est rassurant. Paris, moi je connais quand même bien, tu vois, c'est l'endroit où j'ai vécu toute ma vie. Et puis t'as 2 aéroports internationaux au-dessus et en dessous, ce qui te permet de voyager en fait quand tu veux. T'as accès à toute l'Europe super facilement. Tu vois, nous ce qu'on fait là depuis quelques mois, c'est assez cool, tu vois. Bon, avant le confinement, tout ça, c'est qu'on se voyait dans différents pôles en fait, dans différents endroits. On s'est vu à Budapest, on s'est vu à Bucarest, on s'est vu à Barcelone, où on se retrouve un peu entre entrepreneurs, on boit des coups, on discute pendant quelques jours, tu vois, une petite semaine. Oui. Et après, chacun rentre chez soi. Et je trouve ça assez cool, en fait, tu vois, de... T'as pas forcément besoin que tout le monde soit chez toi et d'avoir tout ce que tu veux chez toi quand tu peux voyager quand tu veux, quoi. C'est un des gros avantages. Alors, si tu veux, j'ai quelques questions, comme je disais, qui ont été posées par des personnes qui me suivent sur Instagram et sur Facebook. Et notamment, il y a une question qui est pas mal de Samir qui demande qu'est-ce que tu dirais au Antoine de 18 ans. C'est intéressant, ça. Ouais, alors moi j'ai tendance à pas vouloir modifier le passé et à pas avoir de regrets si tu veux parce que je me dis toutes les erreurs que j'ai fait, tous les conneries que j'ai fait, tous les moments difficiles que j'ai eu, c'est aussi ce qui m'a construit et ce qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc tu vois, je lui dirais pas, par exemple, j'ai fait des stages qui étaient complètement pourris, je dirais pas à mon Antoine de 18 ans de pas faire ces stages-là parce que c'est ces stages-là qui m'ont convaincu, qui ont fini de me convaincre que fallait surtout pas que je sois salarié, tu vois, et qui m'ont aidé à me construire. Maintenant, ouais, je lui dirais de continuer dans cette voie, de se former, d'apprendre. Peut-être aussi, si il y a un regret peut-être que j'ai, c'est d'avoir été un peu trop sûr de moi et de pas assez m'être intéressé peut-être aux autres. Je trouve qu'il y a plein de gens intéressants dans ce métier, même ailleurs. Et j'ai eu un peu une fierté, je sais pas pourquoi, mais pendant quelques années, de vouloir parler à personne, de pas vouloir rencontrer beaucoup de monde, de vouloir un peu rester dans mon coin. Et je me rends compte aujourd'hui que, en fait, énormément d'opportunités dans la vie viennent des rencontres qu'on fait. Et je me dis, c'est ce que j'ai envie de faire, et c'est aussi le confinement qui m'a donné envie de m'y Ah mettre, ouais, ouais. c'est ouais, tu vois, de rencontrer plus de personnes inspirantes ou d'entrepreneurs ou même de gens qui ont rien à voir, de découvrir d'autres parcours de vie, pas forcément pour changer la mienne, mais juste parce que c'est bien, tu vois, d'être entouré quand même et de connaître des gens intéressants. Ben justement, avec le live, avec le confinement, on l'a vu avec les lives, en fait. Enfin, moi, là, il y a une question justement d'Arnaud Larnaudy qui demande qu'est-ce que tu penses de vendre de la formation en live. Et je sais que tu fais du live sur Instagram. Moi, je sais que le live, j'avais jamais fait ça avant, ou peut-être, tu vois, un petit live comme ça pour s'amuser. Et là, je me rends compte que les lives, ou ce qu'on appelle les lives, ou les conférences en ligne, ou les peu importe, tu vois, d'aller sur Ouais. Zoom, d'aller sur Skype, d'aller sur machin. Moi, je le fais avec des amis, je le fais avec de la famille, je le fais avec des clients. On a fait une soirée, on est resté avec des clients jusqu'à 5 heures du matin. Je l'ai fait pour plein d'occasions. On le fait entre professionnels aussi de temps en temps. On se fait des petites rencontres, des petits apéros le soir. Et moi, je sais que ça a été une découverte pour moi et ça me donne envie post-confinement de réfléchir à la façon de laquelle je pourrais intégrer plus de live dans ce que je fais. Toi, je sais que tu fais des lives sur Instagram, c'est bien ça? De temps en temps, moi j'ai pas de trucs habituels, mais à l'occasion, ouais. J'en ai fait un hier, là, c'est sympa, mais voilà. Et ouais, donc toi tu faisais ça déjà avant le confinement, mais tu penses qu'on peut vendre de la... Enfin, c'est Arnaud qui demandait ça, que penses-tu de vendre de la formation en live? Bah ouais, il y en a plein qui font ça, c'est les webinaires. Ouais. Mais je pense qu'on peut le faire différemment aussi. Moi, tu vois, je me suis rendu compte là, dans le fameux live qu'on a fait, la discussion qu'on a eue jusqu'à 5 heures du matin. Je sais même pas comment on a fait en fait pour que ça dure jusqu'à 5 heures du matin parce que j'ai pas vu l'heure passer. Et tu avais des personnes tu vois, qui suivaient mes contenus depuis des années, avec qui on a discuté. Enfin, je veux dire, tu vois, moi j'ai remarqué par exemple que après un événement, on avait organisé toi et moi et Antoine Pétavin, Ouais. on avait organisé un week-end comme ça en immersion en Transylvanie il y a à peu près un an maintenant, ça passe vite. Hein. Et tu te rends compte que, enfin moi je me suis rendu compte systématiquement dans ces événements-là, c'est que les personnes qui viennent, quand on les voit, deviennent après des meilleurs clients. C'est-à-dire que parce qu'ils te font confiance, ils voient que tu es un vrai humain, on a discuté pendant tout un week-end, Ouais. il y a pas forcément tout le monde, mais globalement, et je pense que le live, ça peut peut-être participer à ça. En tout cas, moi je sais pas, je suis curieux, vraiment, vraiment, vraiment très, très curieux sur tout ce qu'on peut faire avec des lives là depuis cette histoire de confinement. Toi, ça va le confinement d'ailleurs? Comment ça se passe là?
Ça va, bah en fait je suis rentré de New York là et puis on est venu directement dans une petite maison en Normandie à 1 heure de Paris, qui est une maison sous serre, c'est assez étonnant, t'as une petite maison Ouais. puis t'as une serre au-dessus, et donc il y a un jardin et étonnamment il fait beau pour la Normandie donc on en profite là. Bah faut en profiter, faut en profiter. Moi je suis coincé dans un petit appartement. Heureusement j'ai un balcon là, mais je suis en Pologne et je connais zéro être humain en Pologne à part la personne du magasin d'alimentation à côté. Donc, donc effectivement s'il y avait pas toutes ces possibilités là pour discuter sur le web, ça serait un peu difficile quoi. Il y a une question qui a rien à Ouais. voir. Le nom de la personne est imprononçable, c'est des lettres bizarres avec des chiffres qui demande pour commencer. Alors ça c'est super intéressant parce qu'on a tous, je pense, tout le monde se pose cette question, chacun a un avis différent, mais souvent pour des raisons intéressantes. Pour commencer à faire un produit, faut-il attendre d'avoir du trafic? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir une communauté avant, faire un produit avant? Comment ça se passe selon toi? Je sais pas, moi j'ai attendu 6 mois avant de lancer mon premier produit, j'avais un petit peu de trafic. Bah, je pense que ça sert à rien de lancer un produit si t'as 0 personnes qui te suivent, mais je pense que l'erreur classique, souvent l'erreur c'est l'inverse, c'est que les gens attendent sans arrêt d'avoir une audience suffisamment grande pour lancer leur premier produit. Et donc moi j'ai tendance à dire aux gens de lancer le plus tôt possible. C'est-à-dire dès qu'ils se sentent qu'ils peuvent commencer à faire des ventes, c'est-à-dire si t'as 100 personnes qui te suivent, 100 vrais fans, 100 personnes qui suivent tous tes contenus, il suffit que tu fasses, tu vois, 3% de taux de conversion, ça fait déjà 3 ventes, ça peut faire 300 euros si tu as un produit à 99 euros, tu vois, par exemple. C'est déjà pas mal et puis ça va te lancer, tu vois. Aussi, le fait de lancer des produits, ça commence à construire ta clientèle, surtout ça t'habitue à créer des produits. Je pense que c'est Donc, important que moi, ça habitue de créer des. Enfin, pour beaucoup de gens, ça dédramatise aussi. C'est-à-dire, ouais, tu vois, c'est tu as ça, déjà ouais. un truc à Ouais, vendre en fait. Tu vois, peu importe, c'est peut-être pas forcément le meilleur produit du monde, mais tu as déjà un truc ouais. à vendre et du coup, ça dédramatise, ça permet peut-être d'aller plus en avant. Je sais pas, moi je suis plus à l'aise quand j'ai un produit à vendre en fait, tu vois. Ouais, moi aussi. Et puis tu sais, les gens, ils attendent d'avoir une audience suffisamment grosse, et ensuite, quand ils ont une audience assez grosse, ils ont peur de lancer leur produit parce qu'ils disent j'ai peur du retour de mon audience, j'ai peur que mon audience se retourne contre moi ou qu'on prenne pas que je vende. Donc le fait de vendre des produits dès le début, ou en tout cas d'être transparent avec ça dès le début, en expliquant à son audience qu'on est là pour vendre des produits et pour gagner de l'argent, tout simplement, pour vivre de sa passion. Ça permet aussi de rendre tout ça plus facile. Faut pas sous-estimer toutes les barrières psychologiques, tous les blocages mentaux, et donc le faire, souvent l'action c'est la meilleure façon de les désamorcer quoi. Donc moi je conseillerais de le lancer le plus tôt possible, mais pas trop se prendre la tête, faire des petits produits imparfaits, tant pis. S'il y a personne qui l'achète, de toute façon personne ne le verra. Donc faire des petits produits imparfaits, ne serait-ce que pour s'entraîner quoi. Bah ouais, comme Ou ça du tu coaching t'entraînes. sinon. Bah oui. Et toi, c'est Max B là qui demande ça. Combien il y a de personnes dans ton business au total? Parce que c'est vrai qu'il y a il y a des gens qui, enfin, on voit vraiment dans les entrepreneurs qu'on connaît ou peut-être que toi tu connais, enfin, tu vois, dans les entrepreneurs avec qui on discute au jour le jour, t'as d'un côté des personnes qui essayent de sous-traiter au maximum tout en Ouais, agrandissant leur business par l'agrandissement de leurs équipes en fait, et des gens qui au ouais. contraire, veulent rester tout seuls et préfèrent que tu vois, enfin, que le truc qui soit le plus simple possible, le plus souple et qu'on pas trop envie de travailler avec des gens. Toi, ça se passe comment chez toi? Ouais, moi globalement, je serais plus de l'école des gens qui veulent rester en petite équipe, parce que je tiens énormément à ma liberté, à ma tranquillité. Tu vois, là il fait beau, j'ai passé la moitié de l'après-midi allongé dans l'herbe, à lire un petit peu, à me détendre. Tu vois, à partir du moment où t'es les employés, tout ça c'est fini, quoi. Tu passes ton temps à les Bah ouais. gérer, à leur montrer que t'es là, que tu bosses avec eux. Parfois il faut des bureaux, etc. Donc ça, moi, ça m'a jamais attiré, comme toi d'ailleurs, hein. Tu m'as pas mal influencé là-dessus. Enfin, j'étais complètement d'accord avec toi dès le début là-dessus. Par contre, il y a un moment où, quand même, quand tu veux tout gérer tout seul, il y a un moment où tu galères, notamment tout ce qui est support client. C'est le premier truc, je pense, à déléguer. Ah oui, oui, oui. Gestion du, ouais, gestion du business, tout ça. Donc moi, j'ai Félix qui est en fait mon bras droit, qui a bossé aussi un peu avec toi, qui s'occupe de tout ce qui est gestion du business, automatisation et support client, qui délègue d'ailleurs lui-même à son tour. En fait, il est prestataire, donc il peut bosser avec d'autres clients s'il le souhaite. Ensuite, j'ai un gars qui s'occupe du juridique, voilà, qui nous aide, enfin qui m'aide à remplir la déclaration d'impôt, qui gère toutes les relations avec le comptable aussi, et qui m'aide à résoudre les problèmes juridiques. Et j'ai une troisième personne qui est salariée de la boîte, seul salarié de la boîte, qui s'occupe du montage vidéo principalement et de tout ce qui est organisation des événements. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas grand-chose à faire à ce Mais niveau-là. pour le contenu, moi, je te Euh, vois mal. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais moi, je te vois mal dans ta façon de bosser sous-traiter de la création de contenu, que ce soit des emails ou que ce soit des. Enfin, je veux dire hors montage, mais vraiment non, sur bah la création.
Ouais, c'est pas la même approche, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui délèguent le contenu, c'est souvent des gens qui sont plus intéressés par le business, en fait, par la gestion du business, par le management, etc. Moi, le business en tant que tel m'intéresse pas. Gérer un business, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer du contenu et de tout faire pour rendre ça le plus efficient possible en termes de chiffre d'affaires, en termes d'impact, en termes d'efficacité, en termes de lifestyle et de plaisir. Et donc en fait, tous les gens qui sont autour de ça, qui gravitent autour de ça, servent à nourrir ça. Mais moi, ma passion, c'est la création de contenu. Et donc le but, c'est pas d'éliminer la création de contenu, c'est au contraire d'éliminer tout le reste pour faire plus que ça, quoi. Toutes les barrières, en fait. Ouais, mais j'ai choisi par exemple, j'ai pris la décision, et ça fait un moment là que je le faisais, de plus jamais être gérant de ma boîte en fait. Parce que c'est pas mon métier, Ah ouais. c'est un truc que je sais pas faire, j'aime pas les papiers, j'aime pas que le comptable m'appelle. Enfin, tu vois, même si c'est pas le comptable qui va t'appeler, c'est pas mon métier en fait, je sais pas faire, j'ai pas Ouais. envie de le faire. Enfin, c'est l'opposé de. Tu sais, on dit souvent, enfin, il y a tellement des. Par exemple, tu prends quelqu'un qui est qui est un artiste par exemple, il y a peu de chances qu'il soit bon en comptabilité analytique, tu vois. Enfin, ça peut exister, Ouais. ça va être un être rare, mais souvent on est bon dans un truc et on peut pas être bon partout et il vaut mieux faire un truc à fond, je pense. Enfin, on le voyait dans les profils un peu à l'époque, à l'époque des débuts du web, où il fallait être à la fois bon en technique et bon en création de contenu. Et il y a des gens qui le sont. Moi, tu vois, j'essaie de me débrouiller dans les deux. J'ai jamais été, tu vois, enfin, j'étais un peu toujours entre les deux au début, mais c'est rare en fait les profils aujourd'hui. Ça s'est vraiment simplifié parce que pour beaucoup de gens, il suffit enfin, dire la technique n'existe pas quand tu mets une vidéo en ligne. Enfin, ça existe beaucoup moins en tout cas qu'avant, où tu pouvais pas travailler sur le web sans connaître le HTML, sans faire un peu de PHP. Enfin, c'était une autre époque. Mais je pense que dans ce cas-là, ça peut valoir le coup justement de s'associer avec des personnes qui sont bonnes dans l'autre domaine pour pouvoir se donner à fond dans son truc, quoi. Après, Ouais. moi, je sais que j'aime bien vraiment, et moi, je fais ce business pour ça. C'est pour être libre, tu vois, et pour pouvoir faire ce que je veux un peu de mes journées. J'aime pas trop avoir de rendez-vous. Gérer des équipes, c'est pareil, c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas dans mes gènes en fait. C'est vraiment pas le Ouais. truc duquel je rêve. Et c'est vrai qu'on a quand même une belle liberté dans ce métier-là, quoi. Ah ouais, bah ouais, y a pas mieux, hein. Toi, tu prévois quoi pour les années à venir? Tu vois quoi? Tu vois comment ta vie, je sais pas, quand t'auras, allez, 50 ans. T'as quel âge là? 25. T'as le temps encore. Bah ouais. Bah moi, c'est toujours un peu chiant la réponse parce que j'ai pas de... En fait, si tu veux, je considère que j'ai déjà réalisé le rêve de ma vie, qui était d'être libre en faisant ce que j'aime, tu vois. Ouais. Maintenant, mon optique, c'est de progresser là-dedans. C'est-à-dire, je garde ça. Moi, j'ai pas le gros avantage d'avoir trouvé ma vocation, si tu veux, si jeune, c'est que je passe pas mes journées à me demander si j'ai fait les bons choix, tu vois. Je sais que j'ai fait le bon choix, ça me plaît, ça me passionne, je vois pas d'autres métiers, j'envie personne d'autre que moi professionnellement. Il y a pas d'autres métiers qui m'intéressent plus que celui-là. C'est une chance. Bah Moi, ça c'est clair. moi, j'ai toujours besoin, tu sais, je suis toujours. C'est pour ça que je fais beaucoup de tests aussi, mais j'aime bien ça. Mais c'est vrai que toi, t'as vraiment des certitudes sur les trucs, tu vois. Et c'est bien, parce que moi, j'y reviens en fait à pas mal de choses, tu vois. Et c'est bien, Bah, je me dis, ça donne une sérénité, quoi. c'est ça, quitte à faire quelque chose, autant le faire avec conviction, tu vois. C'est comme quand tu te maries avec quelqu'un. Au bout d'un moment, si tu passes tes journées à dire est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne ou pas, tu profites pas en fait de ta vie de couple. Ouais, t'as Donc raison. le fait de se dire oh, bah c'est bon, maintenant je décide, même si c'est pas sûr, je décide que c'est avec cette personne que j'ai envie de vivre le restant de mes jours et d'être heureux. C'est le seul moyen en fait d'être heureux dans ton mariage, sinon tu pètes un câble. Et c'est un peu pareil avec le métier. On se marie avec un métier, et donc si on est sans arrêt en train de douter, il y a de fortes chances déjà qu'on n'atteigne pas des résultats exceptionnels avec ça, et puis il y a des chances aussi que on soit pas simplement, on soit malheureux en fait dans ce métier-là. Donc moi j'aime bien avoir des certitudes. Après ça veut pas dire, évidemment, je sais pas, je suis pas sûr, tu vois, peut-être qu'il y a un truc qui est mieux, peut-être il y a toujours des gens parfois qui mettent Je peux te qui le mettent dire, le il y en a doute. pas beaucoup. Moi, j'en ai testé, j'ai tout testé. Et je confirme. Je confirme que. Mais tu vois, il y a toujours évidemment des gens qui peuvent te mettre le doute, des biographies. Tu vois, quand tu lis une biographie d'un entrepreneur célèbre, tu te dis quand même, mais moi j'ai rien fait de ma vie, quoi, à côté de ce mec-là, ou tu vois. Il y a toujours des gens qui te font sentir un peu naze, quoi. Mais tu peux te dire, moi, ce que je me dis, c'est je garde la structure, je garde ce que je fais, et j'essaye de viser l'excellence. J'essaie de devenir excellent là où je suis déjà bon, en fait. Et là, je pense qu'on peut vraiment s'épanouir comme ça. C'est-à-dire, tu cherches pas à faire autre chose, mais tu cherches à faire mieux, à faire plus de ce que tu fais déjà. Et donc moi j'espère à 50 ans faire la même chose, mais avoir atteint vraiment un bon niveau, avoir réussi à avoir vaincu mes faiblesses, même avoir vraiment réussi à me former, avoir une audience qui est encore plus impliquée, qui est encore plus large, évidemment augmenter mon chiffre d'affaires.
Et puis ce qu'on crée quand même, c'est pas rien, parce que même si on n'est pas des célébrités, même si on n'est pas des grands entrepreneurs, même si on fait pas des chiffres d'affaires de grosses startups, on change quand même la vie des gens, tu vois, à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que moi, pas plus tard que ce matin, j'ai fait un petit call avec un gars qui me suivait sur Instagram, qui m'a dit mec, j'étais à l'école quand je suivais tes premières vidéos en Asie et tout, où tu parcourais le monde, tu m'as inspiré, je me suis lancé, aujourd'hui je vis de mes contenus, enfin je vis de ma passion sur le web, ça a complètement changé ma vie. Et ça fait super plaisir en fait de voir que même si c'est sur une minorité de personnes, même si c'est sur un petit nombre de personnes, on change la vie de gens, et ça veut pas rien dire, tu vois, ça a quand même de la valeur, quoi. Donc j'espère faire ça, mais en mieux, en plus et en mieux, quoi. Et bah c'est super, tu veux donner peut-être un dernier conseil ou quelque chose ou une réalisation? C'est quoi la dernière réalisation, enfin le dernier grand déclic que tu as eu là dans ton boulot? Le truc, tu t'es dit mais j'avais pas vu ça pendant tant d'années et le machin vient de m'exploser à la figure et je me rends compte. T'as eu des grands déclics là récemment ou je sais pas? Ouais, je dirais que le dernier déclic que j'ai eu, c'est sur ce que je t'ai dit du fait que j'étais trop renfermé sur moi-même, ce qui m'a pas trop raté parce que ça m'a permis aussi de développer une philosophie et tout qui est un petit peu différente, et donc d'avoir une audience qui est vraiment... Enfin voilà, j'ai une audience qui est vraiment impliquée et ça c'est cool. Mais il manque un truc, c'est que tu vois, t'as des mecs qui font préfacer leurs bouquins par Xavier Niel, par des pointures, et je me dis, moi ça me manque, tu vois. Moi j'aimerais bien avoir la possibilité de rencontrer des gens exceptionnels. Tu sais qu'avec Antoine Pétavin, on a contacté le Dalai Lama et Anthony Robbins quand même pour participer à nos contenus, mais voilà. Mais tu vois, en fait, c'est pas. Non, mais tu vois, en vrai, c'est pas si compliqué. Je pense que c'est pas si compliqué de rencontrer ces gens-là à partir du moment où tu as une capacité à avoir un bon réseau, à aller vers les gens et à t'entourer. Et moi, je m'en suis rendu compte. Oui, c'est un métier, c'est une personnalité aussi. Moi, j'ai pas des facilités naturelles pour. Tu vois, autant Antoine Pétavin, il a quand même des facilités pour ça. Autant moi et toi aussi, j'ai l'impression, on est plutôt des introvertis. Ça nous demande plus d'efforts. Mais tu vois, je prends un exemple. Attends, il y a quelques mois, il y a un peu moins d'un an, j'ai été victime d'une fausse rumeur sur Internet où en fait tout le monde pensait, parce que je t'ai dit au début de ce podcast que j'avais créé un blog qui s'appelait Lama Fâché. C'était mon premier blog. Ah oui, t'as une énorme histoire là autour de ça, oui. Ouais, exactement. En fait, on a cru, parce qu'aujourd'hui, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Lama Fâché, qui fait des vidéos pas très qualitatives, et du coup, il y a plein de gens qui la détestent et qui veulent découvrir qui est derrière, parce que c'est anonyme. Et des gens ont fait le rapprochement et ont pensé que c'était moi, tu vois. Et il se trouve que j'ai plein de trucs à me faire reprocher, mais pas ça. et donc, on m'a accusé à cause de ça, je m'en suis pris plein la gueule, etc. Et j'étais à ce moment-là tout seul, je sais plus à où, à l'autre bout fin fond de la campagne, tu vois. J'étais en Espagne, j'étais en train de voyager avec mon van et mon chien, tu vois. Donc vraiment complètement perché. Et donc c'est un peu anxiogène, un peu angoissant, et en fait à ce moment-là j'ai eu une vague de soutien, et je me suis rendu compte que presque tous les gens que j'avais rencontrés pendant ces années, parfois juste pour boire un verre, tu vois, mais des entrepreneurs du web, des youtubeurs, des gens comme ça qui ont un peu d'influence, j'ai reçu énormément de messages de soutien de leur part. Il y en a même qui m'ont défendu publiquement. Il y a Stan Leloup par exemple qui a fait une vidéo complète et tout pour en parler, et en fait je me suis rendu compte que tout ça c'était précieux, tu vois, c'était précieux d'avoir des amis. Tu te sentais moins seul, tu te sentais moins anxieux, tu te sentais, tu te sentais moins en guerre contre les gens et plus en paix avec toi-même. Et donc ça fait très, justement, ça fait très Dalai Lama là, cette conclusion. mais du coup, je me suis dit que c'était quelque chose qui me faisait du bien, et donc j'aimerais bien être moins renfermé sur moi-même, être moins arrogant vis-à-vis du travail des autres, et me dire ce gars-là, même si je suis pas d'accord avec la méthode, ou même si c'est pas la méthode que moi j'ai choisie, même si j'aime pas trop son style, allez le voir, lui donner le bénéfice du doute, et finalement peut-être rencontrer des gens qui pourraient être qui pourraient faire des super amitiés, ou des gens qui pourraient m'apporter beaucoup, et inversement, quoi. Mais t'as raison là-dessus, par exemple, moi j'étais en Asie là pendant un bout de temps, mais en revenant en Europe, on s'est fait pas mal, t'étais là plusieurs fois, là, on s'est fait pas mal de week-ends. Ouais. On avait fait un week-end avec des personnes qui nous suivent en Transylvanie, dont je parlais tout à l'heure, mais on avait fait aussi pas mal, on a fait des moments avec toi, puis avec d'autres, Antoine Pétavin qui était dans le dernier podcast, et puis d'autres personnes aussi, qui bossent sur le web, et en fait, on est tous vachement différents, enfin je veux dire, on est dans des trucs, parfois effectivement, on n'est pas d'accord sur un truc, on a des façons de faire différentes, mais au final, c'est super enrichissant, moi ça m'a vraiment enrichi, autant sur le plan humain que sur le plan des idées, sur le plan de, je sais pas, moi ça a été un gros plus là de cette année, ça a été vraiment ça aussi, je pense que on a un peu... tu vois, bénéficier peut-être... Enfin, je sais pas, moi je sais que tu me dis toi que tu as bénéficié de ça, moi j'en ai bénéficié aussi énormément cette année-là, ça a été un peu l'année de ça, quoi.
Mais bon, Ouais. ça tombe l'année du confinement, donc c'est pas la, c'est pas la meilleure C'est année vraiment pour ça. le pire moment. Bon, c'est Ah pas là grave, on là. fait des Skype, on fait des lives. Bah écoute, je te remercie Antoine. Vous avez déjà vu, je vous ai mis les liens là vers le travail d'Antoine sur la page ou en dessous de la vidéo ou enfin là où est l'emplacement du podcast. Enfin, c'est marqué dessus, c'est marqué, et il y a un lien. Et tu veux dire un dernier mot ou tu veux dire un dernier mot? Non, c'est bon, restez libre. Ok, à rester libre. Tu dis ça toujours toi à la fin de tes contenus. Je disais ça il y a longtemps, mais de temps en temps, je le redis. C'est pour les Ouais. anciens, pour les nostalgiques. Et pourquoi tu le dis plus? Parce que c'est con, ça veut rien dire, tu vois. Genre, rester libre, les gens ne sont pas forcément de base, et puis ils font ce qu'ils veulent, tu vois. J'ai pas envie de donner Bon des bah on ordres. va le dire quand même. Restez libre. À la prochaine Restez et allez libre. voir le travail d'Antoine. Salut chez vous. Ça marche. Salut Jean, merci.